Mesdames et messieurs, Metin Arditi est pour moi avant tout un conteur. Il aime raconter des histoires, il aime les faire éclore et fleurir sur les pages de ses livres. Il aime raconter ces histoires car elles portent le lecteur vers un monde de culture. La culture qui commence avec un C majuscule, mais les cultures au pluriel. Et c'est en tant qu'homme de culture qu'Alif lui a demandé de participer à l'entretien auquel vous êtes maintenant conviés. J'ai la chance de connaître Metin Arditi depuis bien longtemps maintenant. Il n'a pas froid aux yeux, il a un bon sens de l'humour, il m'en a encore fait preuve il y a quelques instants, mais il a un regard acéré sur la réalité qui nous entoure. C'est aussi un homme aux plusieurs vies. Jeune émigré turc en Suisse, séfarade, il était physicien, formé dans les meilleures écoles de Suisse et des États-Unis, puis il est devenu homme d'affaires, président de l'Orchestre de la Suisse romande, et il est maintenant l'écrivain reconnu, publié par les meilleures maisons d'édition françaises et aussi un chroniqueur apprécié. Je me demande souvent, mais quelle va donc être la prochaine vie de Metin? Metin Arditi est à la base de plusieurs efforts de dialogue interculturel, notamment entre Israël et la Palestine, pour des travaux, pour des œuvres musicales, des instruments de musique, de la littérature. Mais plus largement aussi, ce qui lui vaut d'être, depuis 2012, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, dont il a aussi été envoyé spécial. C'était la même année, 2012, que la création de la chaire UNESCO de l'Université de Genève, dont je suis aujourd'hui co-titulaire. Nous avons célébré à l'époque, en organisant de belles conférences sur le patrimoine culturel de l'humanité, un outil pour la paix. Conférence inaugurée à l'époque par Irina Bokova, alors directrice générale de l'UNESCO. Vous voyez que nous n'étions pas loin des préoccupations d'aujourd'hui. Le patrimoine culturel et sa sauvegarde sont une préoccupation de Metin, qu'on trouve en filigrane dans toute son œuvre. Dans son dernier ouvrage, Le danseur oriental, le sultan Vahdettin n'est-il pas obsédé par le rassemblement des 500 miniatures dispersées du Surname, chef-d'œuvre suprême de l'art ottoman du XVIe siècle? Ce qui lui vaudra d'ailleurs certaines déconvenues. Mais pour ça, il vous faudra évidemment lire le livre. D'abord l'acheter. Et ensuite, sachez que ce n'est que le premier volume d'une trilogie qui paraîtra très prochainement. Dont les deux prochains volumes paraîtront très prochainement. Et puis, dans un autre ouvrage, L'île de la Française, n'est-il pas aussi question de photos du Parthénon défigurées par l'arrachage de ces célèbres frises que l'auteur appelle les stigmates du Parthénon? Mais venons-en à ma première question, chère Metin. Tu m'as dit vouloir aborder notre échange par l'évocation de trois souvenirs. De quoi s'agit-il? Alors, si tu me permets, d'abord, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Yassir Suleiman Bey. I would like to address myself to you because you said something which really sparked something in this very dark period without any hope, especially these days regarding the Middle East. You mentioned the fact that Alif is close to Aleph, the first letter of the Arabic alphabet. It also happens to be the first letter of the Hebraic alphabet. And there are not too many signs nowadays where the two meet. So I just wanted to salute you and to mention that. Thank you. Oui, j'ai pensé, au fond, commencer par la fin. Parce que les trois petites histoires dont je t'ai parlé vont vraiment tout de suite au cœur du sujet. La première touche aux activités de l'une de mes fondations au Proche-Orient qui organise des échanges littéraires de fiction entre étudiants israéliens juifs et étudiants israéliens arabes. Je dois hélas ajouter qu'avec les événements récents, ces échanges n'ont plus lieu
à mon grand regret. Mais dans le cadre de ces échanges, la règle que j'avais fixée était la suivante. Les étudiants israéliens juifs doivent écrire un texte littéraire, une fiction sur la situation en se mettant à la place d'un Israélien arabe et vice-versa. Et au moment où je lançais ça, je voulais retrouver une personne qui m'avait beaucoup impressionné le jour où je l'ai rencontré quelques années plus tôt à Genève, qui m'a impressionné comme très peu dans ma vie et qui était Frédéric de Klerk, l'homme qui a tendu les clés de l'Afrique du Sud à Nelson Mandela. J'ai fait le voyage à Londres pour le rencontrer et je lui ai fait part de ce projet d'échange. Et il m'a dit, ce que vous faites est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ce que nous avons fait avec Mandela. Et si nous ne l'avions pas fait, nous n'aurions pas réussi. Cette histoire de se mettre dans la peau de l'autre, in the other's shoes, est vraiment, je crois, une des clés du bonheur. À titre personnel, au niveau personnel, mais bien évidemment aussi dans un cercle plus large, dans le sens politique. La deuxième histoire que je voudrais raconter, c'est ce que j'ai vécu un jour de novembre 1977 devant mon poste de télévision et je voyais en direct à la Knesset un discours d'un homme extraordinaire qui était Anwar el-Sadat. Et qu'est-ce qu'il a dit, Anwar el-Sadat? Il a résumé en une phrase toutes les données du problème. Vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur le malheur d'autrui. C'est exactement ça. Et en fait, ça revient à dire, pour cela, il faut pouvoir se mettre dans la peau de l'autre et essayer de comprendre quelles sont ses émotions, ses blocages, et par où est-ce qu'on peut l'atteindre, par où est-ce qu'on peut le rejoindre pour trouver une solution commune. La troisième petite histoire, c'est quand j'ai quitté, j'avais 27 ans, j'ai quitté la société américaine qui m'employait et je suis retourné là où j'avais fait une partie de mes études, à Stanford, pour ramener en Europe des petites maisons de la high-tech. Et j'ai croisé un de mes amis de la business school et ce garçon très brillant qui avait mon âge, mais qui était beaucoup plus sage que moi, m'a dit, tu sais, il y a une règle d'or pour réussir dans les affaires, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est ça. Ces trois petites histoires se fondent l'une dans l'autre et en quelque sorte sont la conclusion de tout ce qu'on pourrait imaginer comme réflexion et comme discussion aujourd'hui. Le mouvement vers l'autre, c'est savoir aussi s'oublier soi-même et pouvoir ainsi se mettre à la place de l'autre. Il est évident que dans ce sens, le patrimoine a un rôle dont on va discuter, j'imagine. Justement, quel est le rôle du patrimoine? Comment est-ce que tu connectes ces souvenirs? Comment est-ce que tu les relis au patrimoine et à sa protection? Alors, déjà, pour dire, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Le patrimoine, c'est un ensemble d'objets, des sculptures, des peintures, mais aussi il y a le patrimoine immatériel, la musique, la littérature, la poésie, l'architecture pour les grands objets. Et ce patrimoine est là, en quelque sorte, à notre disposition. Il est prêt à être métabolisé. Lorsqu'il est métabolisé, c'est-à-dire il est pris en compte, qu'est-ce qu'on obtient? On arrive à la culture. La culture, c'est, après avoir effectivement pris en compte tout ce qui nous entoure, tout ce qui est l'héritage sacré, patrimoine, ça vient de père, c'est l'héritage du père. Et en cela, notre responsabilité est bien entendu, comme à l'égard de tout héritage paternel,
de le protéger, de l'honorer et d'en faire peut-être quelque chose d'un tout petit peu mieux, ne serait-ce que cela. Et donc ça donne la culture. Simplement, la culture en tant que telle est un concept vis-à-vis duquel j'ai une grande méfiance. Ce n'est pas un point d'arrivée, la culture. Ça peut même être quelque chose d'extrêmement délétère. Je rappelle quand même qu'il y a un siècle, le pays qui était certainement le plus cultivé en Europe, c'était l'Allemagne. Donc la culture en tant que telle, c'est-à-dire la capacité à connaître, à avoir appris, n'est rien en soi. Elle n'est de grande valeur que dans la mesure où on pousse son développement et en poussant ce développement, on passe 2 étapes. La première de ces étapes, évidemment, c'est le plaisir qu'elle offre. C'est indéniable. On va dans un musée, on va à une salle de concert, on lit un bon livre et on ressent un plaisir qui est là, qui est indiscutable et qui fait notre journée ou notre soirée. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de cela, je crois que la chose la plus essentielle de la culture, c'est qu'elle pousse l'homme ou la femme cultivée à devenir une personne civilisée. Ce n'est absolument pas la même chose. Et on peut parler de civilisation, je dirais, au-delà même euh, de la matrice culturelle. Ce n'est pas user de mots que de rappeler que très souvent, le monde occidental a méprisé et continue de mépriser des civilisations qui ne découlent pas de sa propre matrice, mais qui sont néanmoins très belles, très respectables. Mais il y a là une difficulté. Et la culture présente comme danger précisément de masquer cette difficulté. Moi, je me souviens de deux petites histoires. Je me souviens d'un jour, j'étais au Grand Théâtre ici lors d'une soirée qui était un récital. Ce n'était pas un opéra. Il y avait à côté de moi toujours le même monsieur qui avait l'abonnement. Et je me tourne vers lui un jour et je lui demande de qui est ce morceau. Et il me répond de Schubert, bien sûr. Bien sûr. Ce bien sûr méritait quoi? Que je lui tourne le dos, que je lui donne une claque, je ne sais pas. Peu de temps après, l'histoire est authentique, je vous jure. J'étais à la Scala et une amie à moi, chanteuse, Tatiana Troianos, avait un récital. J'entends cette mélodie et je vois sur le programme Brahms. Voilà. Un exemple tout à fait opposé. Un jour, j'étais à Burgaz. Burgaz est une des petites îles des Princes qui sont proches d'Istanbul. J'habitais chez des amis. J'avais un rendez-vous à Istanbul il y a à peu près 1 heure de bateau. Je sors à 7 heures du matin. Je ne voulais pas réveiller mes amis. Je vais au port. Au port, il y avait une sorte de petite roulotte avec une personne. C'était le jeune homme qui s'occupait de servir des thés dans la petite roulotte. Je lui demande un thé et un simit. Si vous savez ce que c'est le simit, c'est une petite pièce de boulangerie ronde comme un anneau, couverte de graines de sésame. Il me dit, je n'ai pas un simit, mais si tu veux, j'ai un petit pain. Alors, il me donne le petit pain. Et au moment où j'entends la corne du bateau, je lui dis, qu'est-ce que je te dois? Il me dit, 1 livre. Je dis, non, la livre, c'est pour le thé. Je t'ai pris un petit pain. Et il me répond, je ne peux pas te faire payer le petit pain. C'était mon pain. Ben, ce garçon était civilisé. Par bien des critères,
il n'était pas cultivé, mais il était civilisé. Et quand on passe par la culture, quand on a la chance de passer par la culture, ça doit être une obligation sacrée de dépasser la culture et d'atteindre la civilisation. Parce que c'est là-dessus que l'on construit quelque chose. How about that? Ça va? Merci. Merci, Métine. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Mais tu viens d'illustrer ce que j'ai dit en introduction. Tu es un raconteur d'histoire et tu le fais très bien. Mais donc, tu nous as dit un peu que la culture permet une forme de métamorphose Oui. dans Alors, l'homme. Et comment est-ce que cette métamorphose va affecter le patrimoine? voilà. Alors là, il y a quelque chose effectivement qui est à mes yeux très important, peut-être la chose essentielle que je voudrais dire ici, c'est que, OK, il y a des institutions et des personnes extraordinaires qui défendent le patrimoine, qui le sauvent, euh, qui le proposent au monde dans sa forme, je dirais, la plus parfaite possible. Et puis on retrouve ce patrimoine, alors de temps en temps on le trouve dans la rue, s'il s'agit de grands bâtiments, mais très souvent on le retrouve dans des musées. Et la question muséale, une question absolument centrale. Euh, et c'est une question aussi qui m'amène au rôle central que joue et qui devrait peut-être s'amplifier pour une fondation comme Alif. Euh, je voudrais aborder cet aspect de nouveau en racontant une histoire. Et cette histoire, elle est comme les autres, elle est absolument authentique et elle a eu lieu en 2006. Et du reste, si certains d'entre vous lisent le journal Le Temps, elle était hier dans ma petite chronique hebdomadaire. En 2006, je faisais un voyage en Ombrie et en Toscane pour des repérages pour l'écriture d'un roman, qui était L'imprévisible. Et donc, je devais aller à Assise. Et il se trouve que le jour où je devais arriver à Assise en fin de journée, j'étais retenu à Spello, qui est une petite ville du Moyen Âge à une douzaine de kilomètres, qui est très très belle. Je suis arrivé en retard, trop tard pour visiter la basilique de Saint-François, et j'ai dû le lendemain matin me lever aux aurores, y aller à l'ouverture pour pouvoir ensuite avoir le temps d'attraper mon avion à Pérouse. Et donc je vais à la basilique de Saint-François à l'ouverture et je découvre les 28 fresques de Giotto qui racontent la vie de Saint-François. Chacune de ces fresques est un chef-d'œuvre absolu. J'étais dans la basilique seul avec un prêtre qui faisait les 100 pas, tête baissée, et l'air vraiment très perturbé, très pris. Et donc ces 28 fresques sont disposées sur le mur qui fait la séparation avec la nef. Et donc il y en a 14 du côté de la porte et 14 de l'autre. Et je commence au début, je suis évidemment émerveillé. Je passe le niveau de la porte et je tombe sur la 15e. Et la 15e, c'est Saint François qui prêche aux oiseaux. Les oiseaux, c'est-à-dire les êtres les plus fragiles, les plus simples, les plus vulnérables qui soient, ce sont aussi des migrants. Et ce sont des migrants qui viennent du ciel.
Et à ces oiseaux, le saint prêche avec une douceur et une tendresse qui m'ont effectivement bouleversé. J'ai été saisi, je me suis mis à pleurer. Et à ce moment-là, rien évidemment ne comptait. Puis j'ai terminé, évidemment, j'avais mon avion, j'ai terminé la visite. Et au moment où j'ai terminé la visite, qui a pris à peu près, je crois, 1 heure, à ce moment-là, la basilique était pleine de touristes qui parlaient de tout et de n'importe quoi. Et je me suis dit à ce moment-là que si j'avais tardé d'1 heure, jamais je n'aurais connu cette émotion. Ce qui veut dire que lorsque l'on présente une œuvre dans un musée, il faut que certaines conditions soient réunies pour que le spectateur, le visiteur, ait la possibilité de toucher à cette émotion. Et ce n'est pas toujours le cas. Et on a un exemple. Vas-y, ton exemple. L'exemple le plus criant, c'est évidemment les marbres et les métopes du Parthénon. Un patrimoine arraché par des sauvages, volé, que la Grande-Bretagne refuse de vendre, contrevend de vendre. Si seulement elle mettait un prix, on aurait fait une collecte. Mais non, de rendre. Elle refuse même le principe selon lequel ces marbres et ces métopes ont été acquis de manière absolument illégale. La Grèce était sous occupation ottomane. Ottoman d'origine, je peux le dire. Et c'est évidemment quelque chose de tout à fait scandaleux. Maintenant, je voudrais vous poser la question. Imaginons 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est on voit ces marbres et ces métopes exposés dans la lumière de la Grèce, en majesté, en beauté, ou bien on les voit exposés dans un sous-sol aveugle du British Museum, sachant qu'elle ne devrait pas être là. Eh bien, évidemment, l'émotion que l'on peut recevoir à ce moment-là n'est pas la même. Dans le premier cas, c'est une belle émotion. Dans le deuxième cas, c'est une vilaine émotion parce qu'elle suscite la colère. Voilà. Mais alors, ce patrimoine général, est-ce qu'il faut le protéger? Et si oui, est-ce utile de protéger le patrimoine? C'est absolument indispensable de le protéger, mais c'est aussi absolument indispensable de le présenter en toute transparence. Ça, c'est très important. Il faut que le visiteur qui rentre dans un musée sache ce qu'il en est de l'histoire de ces pièces. Alors, il y a la grande majorité, je peux prendre un autre exemple, n'est-ce pas? C'est que la Grèce est enchantée que 2 des plus belles sculptures de son histoire, la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace, sont au Louvre. Il n'y a pas de meilleur ambassadeur pour la Grèce que ces deux. Ce sont des œuvres d'art en tant que telles, alors que les marbres et les métopes sont des fragments d'une œuvre d'art, l'œuvre d'art elle-même étant le Parthénon. Donc c'est vraiment comme si on avait volé les bras de la Vénus de Milo et qu'on les gardait à Paris alors que le reste de la statue se trouverait à Athènes. Donc il faut informer en toute transparence le spectateur sur l'origine des œuvres, ce qui ne se fait jamais, enfin moi je ne le vois pas, ou alors de façon tout à fait ponctuelle, et même dans les cas où il y a une revendication qui vise une œuvre en particulier. Il faut que le musée ait
j'allais dire le courage, mais peut-être qu'il faudrait plutôt utiliser le mot d'obligation, d'être tout à fait transparent et de laisser aussi aux spectateurs la possibilité de s'enrichir de l'histoire de cette pièce, de mieux la connaître, de mieux se l'approprier. Et il me semble que là, votre fondation a un rôle que probablement elle est seule à pouvoir jouer. Il y a bien une association des musées dans le monde qui s'appelle l'ICOM, International Council of Museums. Mais évidemment, les membres de cette association sont jugés partis, c'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts patent. On ne peut pas leur demander, c'est fifth, comme dirait Trump, cinquième amendement, on n'a pas à s'auto-inculper. Donc, je crois que quelque part, il devrait y avoir, avec l'autorité morale d'une fondation comme la vôtre, une charte des musées auxquels les grands musées du monde devraient souscrire et qui précise, même, je dirais, en cas de revendication non satisfaite, je serais beaucoup moins agressif à l'égard du British Museum si la chose était dite et explicitée en toute honnêteté, si j'ose dire, et que les spectateurs soient informés directement, franchement, des tribulations qu'ont connues les marbres et les métopes qui ont été arrachés sous les ordres de Lord Elgin. Merci, Mehdi. Dernière question. Au fond, donc tu as donné une piste à Alif, mais face à cette situation du monde, dont on a déjà beaucoup entendu parler tout à l'heure, et ces destructions, ces pillages, est-ce qu'Alif peut jouer un rôle? Alors, Alif, quel est-il pour toi? Alif a cette chance d'avoir la liberté, d'être indépendante. C'est une grande chance. Et bien sûr qu'elle doit jouer un rôle. Et elle doit, non seulement elle peut, mais elle doit. Je crois que ça fait partie aussi, c'est une obligation morale qui découle de cette situation qui est unique et qui est indiscutée aussi, qui est établie et qui est indiscutée. La preuve en est toutes les personnes qui sont ici présentes. Et ma conclusion serait vraiment que si Alif n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà. Merci.